invités café. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Des débats très animés où les partis d'opposition ont tenté de stopper l'examen du texte avec près de 200 amendements déposés. Emmanuel Macron a invité toutes les parties calédoniennes à Matignon autour du Premier ministre avant de convoquer le Congrès à Versailles pour l'adoption définitive du texte sur place. Donc, ce n'est pas encore l'apaisement. L'état d'urgence, je vous le rappelle, a été décrété et on déplore 3 décès ici. Alors, est-ce le bout du tunnel avec cette proposition du président de la République qui invite, je vous le rappelle, toutes les parties calédoniennes à Matignon? On en parle tout de suite avec Semir Elouardi qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous posais la question hier de savoir si finalement les événements de ces derniers jours en Calédonie étaient prévisibles. Vous avez répondu sans hésiter oui. Il y avait donc des signes avant-coureurs. Bien sûr, on le sait depuis plus d'1 an qu'à partir du moment où l'État veut passer en force le dégel du corps électoral, eh bien, il y avait là un casus belli. Et je suis allé 2 fois en Nouvelle-Calédonie en octobre et en mars dernier. Et sur le terrain, j'ai pu voir que si les FNKS pouvaient accepter parfois certaines négociations, il ne s'agissait pas de discuter du dégel du corps électoral. Il était possible de modifier quelques aspects de l'accord de Nouméa, mais de ne pas aller jusqu'à ce fameux imposition des 10 ans de résidence. Et donc, on savait, tous les spécialistes l'ont dit aux autorités, c'est un casus belli, c'est-à-dire qu'on va retourner à la situation qui a prévalu entre 84 et 88. Je vous rappelle que dans cette période-là, il y a eu une centaine de morts en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il faut absolument éviter, comme dit le grand historien calédonien Barbançon, de faire du Bernard Ponce, qui a une grande responsabilité sur ce qui était passé en Calédonie, mais qu'il fallait faire plutôt du Michel Rocard. C'est-à-dire revenir sur cet esprit qui consistait à dialoguer avec toutes les communautés, à respecter ce peuple premier, etc., etc. Eh bien, il faut reconnaître que le passage en force de la part de l'État, de la part du ministre Darmanin, eh bien, on le savait, aurait pour conséquence, évidemment, ce qui se passe. Alors, certains politiques n'hésitent pas à dire que les prémices, finalement, de ce qui se passe remontent même au dernier référendum. Alors, évidemment, quand il y a eu le 3e référendum, je rappelle que les référendums, c'était 2018, 2020. Normalement, on aurait dû aller à 2022. Et là, le gouvernement a voulu se précipiter juste 1 an après. Et le FNKS avait boycotté ce référendum. Et donc, à partir du moment où, je répète, le peuple premier refuse de participer au référendum, il eût fallu ne pas organiser ce référendum. D'ailleurs, il était possible de négocier sur les termes même d'un référendum. Et à ce moment-là, encore une fois, l'État a souhaité passer en force et considérer que ce 3e référendum était tout à fait légitime, ce qu'il n'était pas. Nicole Sanquer, élue sans étiquette à l'Assemblée de Polynésie, soulignait l'échec des discussions entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Mais n'est-ce pas d'abord un échec entre Calédoniens ? Alors, en fait, c'est un échec des 3. Pourquoi ? Parce que la société calédonienne s'est quand même assez radicalisée, que ce soit du côté du FLKS, que ce soit du côté des loyalistes. Et donc, c'était à l'État, d'une façon tocquevillienne, d'intervenir comme médiateur. Or, l'État a choisi, au contraire, son camp, n'a pas voulu garder ce rôle on va dire, de neutralité. Par exemple, je vous donne 2 exemples. Un exemple plus ancien, c'est-à-dire la nomination de Sonia Backès, présidente de la province sud, qui est une loyaliste, mais qu'on peut qualifier même d'ultra, au gouvernement de la République. Et ça continue, puisque le rapporteur à l'Assemblée nationale, avant-hier, de ce projet de loi constitutionnelle, était le député Nicolas Metzdorf, qui est lui-même un ultra-loyaliste. Donc, l'État a préféré justement cette posture
en choisissant son camp, c'est-à-dire les radicaux, les loyalistes radicaux, et bien entendu, là, l'erreur fondamentale est là. L'État faisait un peu juger parti dans cette histoire? Tout à fait. Alors, vous savez, pour mieux comprendre aussi les choses, il faut regarder ce que disent les journaux à l'étranger. Et quand on regarde le journal australien hier, qui interviewe une grande spécialiste de l'outre-mer français, et elle dit: la France a mené une politique qui consistait à faire venir des ressortissants français pour contrebalancer les partisans d'indépendance locale, donc un repeuplement, et on peut dire, dit-elle, que le plan de Macron s'est retourné contre lui, car il ne peut y avoir de solution durable sans la coopération de toutes les parties et de la neutralité de l'État. Voilà. C'est clair, si l'Australie déjà commence à critiquer clairement la position de la France et ce qu'a fait la France en Calédonie, c'est qu'il y a véritablement un problème. Alors, pour revenir à votre première question, mais bien entendu, on peut très bien revenir sur la table des négociations. Le président de la République, Macron, en invitant à Matignon, c'est-à-dire en transférant le dossier du ministère de l'Intérieur au Premier ministre à Matignon, déjà a fait un pas, puisque c'est une demande depuis un moment que le Premier ministre gère depuis Michel Rocard. On souhaite que ce soit le Premier ministre qui gère ce dossier, et puis qui convoque tout le monde en ne procédant pas à la convocation du Congrès à Versailles pour entériner justement ce projet de loi constitutionnelle. Donc là, il y a un pas de la part de l'État, et que toutes les parties sont prêtes à prendre. Le FNKS, hier, par la voix de Roch Hamilton, par la voix de Tutu Goro, ont très bien exprimé d'abord leur refus de la violence et le désir justement de revenir à cet esprit de l'accord de Nouméa, qui est un esprit de paix. Ce qui veut dire concrètement quoi, que les choses vont s'apaiser maintenant? Alors, ça dépend justement de ce qui va se dire pendant ces réunions à Matignon. S'il s'agit encore d'imposer de l'extérieur, parce que je répète, c'est de l'extérieur, ce changement du corps électoral, eh bien les choses n'avanceront pas, évidemment. Alors là, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le choix, la violence ne sert à rien. La violence n'apporte rien, et donc, comme dit la représentante du gouvernement, on sort la boîte à outils pour justement réprimer, mais la répression en même temps n'apporte pas de solution. La solution ne peut être apportée qu'au niveau politique, et c'est dans ces négociations à Matignon que l'on verra exactement quel est le désir du gouvernement, de l'État. Est-ce qu'ils veulent vraiment aller à la paix entre les communautés, et jusqu'où chaque partie serait prêt à aller? Alors c'est important d'organiser ça en même temps en terrain neutre, de ne pas organiser ces rencontres sur place, par exemple, à Nouméa. C'est ce qui s'était passé quand, entre 84 et 88, on était arrivé à une guerre civile. On dit les événements avec beaucoup de pudeur, mais c'était une guerre civile. On est aujourd'hui dans le début d'une guerre civile aussi. Eh bien, les rencontres se sont déroulées à Matignon et à Oudinot. Et donc, d'où les accords Matignon-Oudinot. Il est nécessaire, oui, de sortir pour commencer. Après, quand toutes les choses s'apaisent, évidemment, on peut très bien se retrouver, comme pour l'accord de Nouméa en 98, évidemment. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer à Paris après les discussions donc, entre toutes les parties, mais par le passé, on a déjà vu des rencontres importantes. Vous avez cité Matignon, il y a eu l'accord donc de Nouméa par la suite. Et autant les gens se sont donc entendus, sont donné l'accolade, sont même serrés les mains avec cette poignée de main légendaire désormais donc, entre Djibaou et Lafleur. Mais une fois de retour au pays, en consultant la base, les choses peuvent changer. Tout à fait. Et d'ailleurs, Jean-Marie Djibaou et Yewene ont payé de leur vie lorsque Djoubeli Véa les a assassinés en estimant qu'ils n'avaient pas respecté tout à fait les discussions internes justement au mouvement. Oui, c'est extrêmement complexe parce que en réalité, la société calédonienne n'est pas du tout homogène. Que ce soit chez les Kanaks, que ce soit chez les loyalistes, eh bien, en fait, c'est absolument pas homogène. Pas homogène parce que finalement, il y a
des loyalistes qui souhaitent justement discuter et faire peuple, comme ils disent, avec le FNKS, trouver des solutions communes aux Calédoniens. Il y a des ultra-loyalistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui veulent au contraire aller à l'affrontement. C'est le cas actuellement de Sonia Backès, qui ne cherche pas justement à véritablement faire peuple. Et puis, il y a des divisions au sein du FNKS. Le FNKS n'est qu'une fédération. Et donc, il y a plusieurs partis qui ne sont pas d'accord sur le fait qu'il faille discuter ou pas. Quand on parle justement des négociations et des ruptures de négociations, eh bien, depuis un an, il y avait toute une partie du FNKS qui avait refusé aussi de discuter, ne l'oublions pas. Et une autre partie avait accepté de discuter. Donc, c'est extrêmement complexe, c'est absolument pas homogène, et c'est pour cela que l'État, ici, a une obligation de neutralité pour essayer de trouver quelque chose qui puisse unifier, justement, toute cette hétérogénéité calédonienne. Alors les violences qui ont émaillé ces derniers jours à Nouméa et dans le Grand Nouméa, alors on voit en avant des jeunes, mais ces jeunes-là, c'est pas une génération spontanée qui a décidé d'aller mettre le feu un peu partout. On parle donc de manipulation de la part de chefs, par exemple indépendantistes, mais qui se cachent. Alors, il y a de tout. Barbançon avait expliqué qu'il y avait aussi un problème générationnel. Les jeunes calédoniens ne se retrouvent plus derrière leurs leaders. Les leaders sont dépassés par cette jeunesse, justement. Et donc, quand on dit qu'ils sont manipulés, c'est imaginer encore une fois qu'il y ait une homogénéité. Il n'y en a pas, justement. Et c'est ça la difficulté. C'est comme à un moment donné, le haut-commissaire en Calédonie fait appel aux chefs coutumiers. Mais les chefs coutumiers n'ont pas d'emprise, justement, sur cette jeunesse. Donc, d'où la difficulté supplémentaire, justement, c'est qu'il n'y a pas une pyramide qui permet justement d'arrêter le tout. Je signale aussi, et c'est ce que j'avais vu quand j'étais en Calédonie, c'est qu'il y a eu une radicalisation finalement de tous bords, de tous les côtés, depuis plus d'un an. Et il y a, comme l'a dit le haut-commissaire hier, 76 000 armes en Nouvelle-Calédonie pour une population pratiquement équivalente à celle de la Polynésie française. Donc c'est une poudrière. Nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse, évidemment, et qui peut monter très vite. D'où, je le rappelle, il n'y a que l'aspect politique qui peut calmer les choses. Ce n'est pas la répression qui peut suivre, ça peut calmer les choses, mais il est nécessaire d'aller le plus vite possible dans les discussions politiques. Est-ce que, à la lumière de ce qui se passe, on ne devine pas également, cette fracture qui existe dans la société calédonienne entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas? Alors, il y a eu plusieurs études sur le vote qu'il y a eu. Alors, il y a une étude qui avait démontré que on a pensé qu'à partir du moment où la société kanak était beaucoup plus diplômée, eh bien, ça allait embourgeoiser, on va dire, cette société kanak, et finalement leur permettre de changer d'option politique. Et on a vu aux élections que c'est pas du tout comme ça que ça se passe, évidemment. Et le problème, et on l'a bien vu lors des référendums, c'est qu'il y a une véritable séparation entre les provinces et entre les communautés qui s'est maintenue malgré l'accord de Nouméa et son application. Et donc c'est là, en fait, où il faut aller pour essayer de comprendre pourquoi les communautés sont restées quand même assez figées justement de leur position politique. D'accord, mais il n'y a pas dans le fond un problème de répartition des richesses? C'est plus complexe que ça, parce que quand il s'agissait, depuis l'accord de Nouméa, d'arriver à un rééquilibrage, on sait qu'il y a eu un rééquilibrage qui s'est réalisé en Nouvelle-Calédonie. Il y a des Kanaks qui sont entrés dans les professions libérales, qui ont des positions importantes dans la société. Non, là-dessus, il faut aller beaucoup plus loin dans le rééquilibrage, certainement. Il y a encore des tas de choses à faire. On l'a vu, les spécialistes l'ont déjà démontré, déjà dit. Mais
c'est certain qu'on n'est pas allé au bout de ce processus, l'accord de Nouméa, alors que certains estiment que cet accord n'existe plus, et c'est peut-être un tort. D'accord, prochain rendez-vous donc à Paris. On laisse un instant de côté la situation en Nouvelle-Calédonie pour parler de la situation chez nous. Alors cette semaine, le président Broderson et son gouvernement auront passé 1 an aux commandes de la Polynésie française. Pour quel bilan selon vous ? Alors, je ne vais pas faire de bilan ici et je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, lorsque on décide, et c'est ce que le président Broderson avait dit, de réformer la société en profondeur, eh bien, on ne peut pas réformer une société comme ça en quelques mois. Si, par exemple, on voudrait réformer la fiscalité, c'est d'ailleurs dans le discours de Broderson, eh bien, cela demande en réalité des années. Réformer une société qui a été façonnée par les essais nucléaires, nous avons une économie qui fonctionne d'une façon très particulière, eh bien entendu, cela demande un temps assez long. Donc c'est pour ça que faire un bilan au bout d'1 an, franchement, si on veut aller à une grande réforme de la société, c'est trop court, beaucoup trop court. Voilà. Permettez-moi de rajouter pour la Calédonie quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on vient de dire, il y a aussi la place de la France dans le monde. Et pourquoi je dis ça ? Parce que la place de la France dans le monde, aujourd'hui, c'est la France dans l'Indo-Pacifique. Or, l'Indo-Pacifique, évidemment, observe de très près les États de l'Indo-Pacifique, observe de très près ce qui se passe en Calédonie. Parce que la place de la France a été souvent contestée dans l'Indo-Pacifique, ne serait-ce que par les Chinois, par les Russes, mais aussi par les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont créé l'AUKUS, ont créé le Quad, sans mettre la France au milieu de ces dispositifs de l'Indo-Pacifique. Et donc, ce qui se passe en Calédonie, c'est aussi une affaire qui concerne la place de la France dans le monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Semir El-Ouardi. Merci. L'invité café.